Alors, l'abécédique, donc, hein, c'est l'abécédaire du monde d'aujourd'hui, vu sous le filtre d'un auteur de science-fiction qui est Philippe Cadic, hein, auteur qui est né en 1928 et mort en mars 1982. Et donc cet abécédaire, en fait, il est né d'un travail que j'ai commencé à expérimenter, à fouiller au début des années 2000. En fait. C'était un moment où je me suis dit, sous l'influence d'ailleurs de Paul Virilio, qui est assez présent encore Oui, dans le bouquin, j'ai envie que tu m'en parles. je me suis dit que voilà, que j'avais réellement envie. J'avais écrit un livre en 2002 sur l'histoire des musiques électroniques. Et mes deux passions culturelles ont toujours été les musiques électroniques et la science-fiction. Les musiques au sens large, même beaucoup plus large, les musiques expérimentales, et puis tout ce qui est donc un peu littérature de l'imaginaire. Et donc je me suis dit, je voulais entrer dans le monde des essais. Et donc j'ai fait un bouquin euh, après 2002, vers 2004-2005, qui était une sorte de gros fourre-tout, très inspiré de science-fiction, euh, qui a eu plein de titres, et que j'ai envoyé notamment à Paul Virilio, euh, qui m'a très gentiment expliqué que c'était impubliable. Paul Virilio est un urbaniste donc, et philosophe, qui est vraiment dans cette optique un peu comme Jean Baudrillard, des gens qui exagéraient en quelque sorte leurs propos, qui l'exacerbaient à des fins critiques, voilà, et de critique de la société, et notamment de critique de la vitesse, de la bombe informatique, hein, qui était un peu l'un de ses chevaux de bataille. Euh, donc voilà, donc c'est C'est un un philosophe, caricaturiste, tout ça. oui, d'une certaine manière, voilà, avec une belle plume, une sorte une très belle parole, très bien, très articulée en fait, et qui est au départ un urbaniste, quelqu'un qui travaille sur la ville en fait, hein. Il travaille notamment sur la ville bunker, comment les gratte-ciels sont des sortes de prisons. Donc c'est un drôle de personnage qui travaillait aussi avec la Fondation Cartier, en fait, hein, très proche de la Fondation Cartier, donc dans un type d'art contemporain, donc vraiment un personnage en fait qui a fini toute sa vie à La Rochelle. Et donc, j'avais écrit une sorte de bouquin, mais qui était une sorte d'auto-justification totale. Et en fait, donc j'ai à la fois été vexé évidemment par son retour, mais en même temps, il était très posé et au fond, ça se justifiait très bien, on en a parlé. Et suite à ça, j'ai décidé de faire deux choses. De dire, voilà, j'avais tout mis, j'avais de gros trucs immenses, quoi, qui m'a servi de matrice, en fait. Et je me suis dit, il y a deux bouquins là-dedans. Il y a un livre qui est devenu un livre chez Climat, en fait, qui est paru donc un an avant le premier ABC, 2 ans, oui, ça 2 ans avant le premier abécédique, qui était en 2007, et qui s'appelait donc Paranofiction, avec un sous-titre Traité de savoir-vivre pour une époque de science-fiction. Et puis comme j'avais vraiment tout lu, j'avais hyper travaillé Dick, cet essai en fait, qui s'appelait Paranofiction, Traité de savoir-vivre pour une époque de science-fiction, avait beaucoup de digues, beaucoup de ballards, avec un propos qui utilisait également d'autres références, des références philosophiques. C'était une sorte de livre, au fond, assez dans l'optique de Paul Virilio, assez critique, hein, plus noir que ce que j'ai écrit après, d'une certaine manière. Et en même temps que je le faisais, je me disais, j'ai une matière géniale pour faire un abécédaire autour de Philippe Cadic, et il faut simplement que je travaille à relire certains trucs, à compléter. Et donc j'ai fait en même temps quasiment, donc à 1 an et demi près, donc en 2009 est paru l'abécédique chez Inculte, la première version, avec un format un peu différent, quelques dessins. Alors pour la petite histoire, quand j'ai sorti le Paranofiction, traité de savoir-vivre pour une époque de science-fiction, très marqué J.G. Ballard et Philippe Cadic, donc très proche de Jean Baudrillard et de Paul Virilio. Euh, Paul Virilio m'a envoyé un mot me disant bienvenue dans le monde de la pensée. Voilà, bon. donc, euh, Super. donc j'avais bataillé pendant 4 ans, 4-5 ans pour pour ne pas jeter à la poubelle la matière que j'avais construite, et j'ai travaillé dans une optique un peu différente qui est de construire une pensée tout simplement. Et elle s'est traduite par ces deux livres, en fait. Donc, ce premier livre chez Climat, qui dépendait de Flammarion, en fait, qui venait d'être racheté par Flammarion. Et puis, donc, ce livre chez les éditions Inculte, qui à l'époque était déjà lié à Actes Sud, mais n'appartenait pas à Actes Sud, qui était une maison indépendante. Et en fait, à un moment donné, donc, entre 2009, c'est-à-dire la sortie de la Bécédique, et aujourd'hui, donc j'ai évidemment continué à lire, à dévorer, en fait,
et avoir même parfois quelques regrets sur des choses que j'avais pu oublier dans mon abécédique. Le livre a plutôt bien fonctionné, en fait. Et un culte a fait faillite à un moment donné. Donc, même il a eu une renaissance après, il existe encore aujourd'hui, mais beaucoup plus sur l'aspect littéraire et beaucoup moins sur l'aspect essai. Et, et je me dis, donc le livre était devenu totalement introuvable, l'abécédique, et je me suis dit que c'était une belle occasion, après, dans les imaginaires du futur, de faire un livre qui serait à la fois quelque chose dans la continuité de ce qu'était le premier abécédique, et quelque chose qui était surtout dans la continuité de dans les imaginaires du futur, parce que dans les imaginaires du futur, c'est en quelque sorte l'enfant de Paranofiction, mais beaucoup plus ouvert, en fait, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus appuyé, beaucoup plus approfondi, avec une pensée qui, je l'espère, est plus mature, en fait, et en plus qui a un peu réussi, qui avait, à mon sens, en tout cas je l'espère, l'idée c'était aussi de se détacher d'une pure philosophie critique à la Baudrillard ou à la Virilio. J'avais depuis aussi beaucoup travaillé avec Bernard Stiegler et découvert d'autres types de pensée. Et puis le temps aussi a évolué, changé par rapport à l'écologie, par exemple, beaucoup. Et donc dans ma logique d'interprétation, dans ma logique de vision subjective d'un auteur, et de l'idée justement qu'il y a des auteurs aujourd'hui de science-fiction, notamment, qui peuvent nous aider à penser le monde dès lors qu'on les interprète et qu'on joue en quelque sorte avec leurs thématiques. Cette idée-là, en fait, elle n'a pas du tout vieilli et ça m'amusait beaucoup de mesurer en fait au fond qu'est-ce qui avait changé et donc de reprendre le texte, de le compléter sur toutes les références parce qu'il y a toute une annexe qui a presque un tiers du livre qui évidemment devait être mise à jour en fait avec toutes les chroniques de toutes les nouvelles, tous les romans. Et puis de mesurer ça en fait. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui écrit et dans une interprétation d'un écrivain, là pour le coup, après presque 15 ans, voilà, hein, 13-14 ans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui marche plus? Donc voilà, et j'ai un exemple qui est assez génial justement, qui montre ça par rapport justement à Paul Virilio, puisqu'on en a parlé, qui est tout à fait symptomatique. C'est l'entrée qui était auparavant l'entrée homme-végétal, et qui est devenue l'entrée humain-végétal. Hein, puisqu'il y a eu, au fond, finalement, c'est un peu la règle des 3 tiers, c'est-à-dire qu'il y a un tiers de contenu en plus, un tiers de contenu qui n'ont quasiment pas bougé du tout, et un tiers qui ont été revus. Homme-végétal devenu humain-végétal, déjà, c'est pas neutre, passer de l'homme à l'humain, à l'époque de MeToo, à l'époque du Yel, etc., c'est de homme à l'humain, ça a du sens, en fait. Ça montre qu'on est aussi influencé par son époque, tout simplement. Donc après 15 ans, on a envie de changer le titre. Et puis, quelque chose me gênait, en quelque sorte, dans le texte, donc humain-végétal. Le parti pris de homme végétal au départ, c'était de faire une sorte de parallèle entre une vision de Paul Virilio et une nouvelle de Philippe Cadic. La nouvelle, c'était Les joueurs de flûte. C'est une nouvelle, en fait, où on a des personnages qui sont des militaires, qui sont sur un astéroïde, donc ou une sorte de petite exoplanète, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, l'un des soldats, comme d'autres, devient une plante. En fait, sous le soleil et tout, dans la paresse. C'était un militaire et il devient une plante. Et donc, à l'époque, le parallèle que j'ai opéré, c'était un parallèle en disant, il y a une thèse qui est très amusante dans l'exagération de Paul Virilio, où il explique que via les écrans, en fait, c'est comme de la photosynthèse, le canon à photons fonctionne comme la photosynthèse, et donc nous transforme tous en plantes, en légumes en quelque sorte. Bon. Et donc il analysait en fait ça, et il jouait la caricature en disant, voilà, en fait, nous devenons tous des plantes, et le parallèle entre l'homme qui devient réellement plante chez Philippe Cadic dans une nouvelle donc des années 50, et puis le texte de Paul Virilio donc au début des années 2000, il y avait une sorte de concomitance qui m'amusait beaucoup et que j'ai pu raconter. Et quand j'ai relu ça, en fait, donc après dans Les Imaginaires du futur, avec le recul en plus pris pendant Les Imaginaires du futur, je me suis dit, mais un truc qui ne va pas, en fait. Et j'ai relu la nouvelle, Les joueurs de flûte, et je me suis rendu compte que ce qui était logique, c'est que Philippe Cadic ne jugeait pas. C'est-à-dire que dans sa nouvelle, il ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien. Qu'un militaire se transforme en plante, est-ce mal ou est-ce bien? Je l'avais interprété par la force des choses, comme quelque chose de plutôt négatif, puisque Paul Virilio avait une vision négative. Et donc je me suis dit, pour que ça fonctionne, il faut changer la polarité, pas forcément du moins vers le plus, mais il fallait le rééquilibrer.
parce que l'interprétation que j'en faisais aujourd'hui n'était pas la même que celle que je faisais à l'époque. Et donc, j'ai rajouté du Emanuele Coccia, qui a écrit La vie des plantes et La vie sensible, qui explique à quel point les plantes sont des êtres aujourd'hui dont on découvre à quel point ils sont presque vivants, un peu comme les arbres avec toutes leurs racines. Donc la science a évolué. En fait, c'était déjà le fait à l'époque, mais en tout cas, le rapport du grand public à la science et donc à l'écologie n'est plus du tout le même, en fait, entre les début années 2000, on va dire, milieu années 2000, et puis aujourd'hui. C'est très bien raconté d'ailleurs par Richard Powers dans L'Arbre Monde. Il montre comment, en fait, on est passé sur les arbres d'une époque, en fait, où... alors, il y a toujours un décalage par rapport à la science, en fait, les découvertes scientifiques, toi tu le sais, par rapport au passage dans le grand public. Mais il est clair que lorsque sort le premier abécédique, le rapport aux plantes, aux arbres, n'a pas la même intensité qu'aujourd'hui. La logique de communication, la logique de vie, à tort ou à raison, qu'on accorde aux arbres, aux plantes, est beaucoup moins forte à l'époque qu'elle l'est aujourd'hui. Et donc j'ai gardé Paul Virilio, parce que je considère que c'est toujours juste, en fait, cette logique de l'écran, de transformation en légumes. Et puis j'ai rajouté du Coccia, ce qui permet d'avoir une double polarité philosophique en rapport à la lecture de cette nouvelle, plus et moins. C'est-à-dire qu'en gros, et donc de fait, à mon sens, je suis plus proche du joueur de flûte de l'époque aujourd'hui que lors de la première version, parce que tout simplement, j'ai grandi, j'ai réalisé des choses, en fait, à tort ou à raison. Peut-être que c'est l'époque qui m'a influencé, hein, mais on voit bien que la lecture a changé. Ce sont des gens qui inventent des mots pour désigner des concepts qui ne sont pas encore là, quoi, ou alors qui sont là, mais ils mettent le doigt sur des objets qui sont non nommés. Tout à fait, c'est des néologismes en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle les néologismes. C'est-à-dire, effectivement, chez Philippe Cadic, il y a l'infocloud, il y a le conapt, hein, l'appartement. Qu'est-ce que c'est les deux. Oui, voilà, l'infocloud, l'infocloud, c'est le présentateur télévision qui est un clown, qui est un homme de spectacle en fait, qui n'est absolument pas un homme d'information en fait. C'est un infoclown. Et c'est vrai, pour prendre l'infoclown, lui, il invente le mot. Bon, aujourd'hui, tu te dis, mais non, mais c'est Trump l'infoclown, en termes de définition. Pas forcément tel que lui le décrit dans le roman, parce que dans le roman, c'est des nouvelles en fait. Hein. Ragland Park, c'est des séries de nouvelles, et c'est présent aussi dans un ou deux romans, ou quelques romans, on retrouve ce personnage. Alors, cette logique-là, en fait, elle a... Parce que c'est comme ça que fonctionnait Dick. En fait, vous voyez son époque, comme il était un peu parano, mélange de pas mal de problèmes, on va dire, il n'était pas vraiment malade mental, mais il avait plein de tendances, quelque part, l'agoraphobe, un peu schizophrénie. Et donc, il a des tendances à exagérer, en fait, tout simplement, un peu de parano. Et donc, il voit quelque chose, il voit une évolution dans son époque, déjà, en fait, où le présentateur télé fait un peu déjà un show, ou en radio, déjà. Même en radio, c'est à la radio qu'il l'a écouté la première fois. Et il dit, mais si on va plus loin, il n'y a même plus besoin d'infos. En tout cas, l'information devient... Et donc, il exagère. Et ce faisant, parfois, peut-être il tombe à côté, mais plein de fois, il tombe juste. En fait, et l'infoclown, ça nous parle, en fait. Hein. Le CONAP, donc ça, c'est plus l'appartement. Hein, c'est l'appartement, c'est le condominium, en quelque sorte. Hein, c'est l'appartement du condominium. Donc ça, c'est plus classique, on va dire, hein, par rapport aux immeubles. Il invente la domotique. Oui, tout à fait. Voilà, avec le CONAP, on va en parler même tout à l'heure. C'est forcément le grefforg, ça, c'est le greffe d'organes, en quelque sorte. Alors, le céphascope ou céphaloscope, c'est une sorte d'appareil, qui serait une sorte d'appareil multimédia entrant en quelque sorte dans notre cerveau. Donc on a presque l'impression d'avoir la réalité virtuelle. C'est presque le projet du métaverse en fait, hein, qu'on a avec le céphascope ou céphaloscope. Bon, le vidphone, ça n'existait pas le smartphone à l'époque, mais le vidphone c'est le smartphone, avec l'écran en fait. Bon. Mais c'est vidphone, vidéophone. Évolthérapie, c'est le transhumanisme, hein, l'évolution par la thérapie, évolthérapie. Et donc par rapport à Paul Virilio, oui, Paul Virilio sur le... par rapport à la bombe informatique, par rapport à tout ça, on pourrait retrouver, mais effectivement, il créait des mots, des néologismes. Il était amateur de SF? Oui, il était amateur de SF, ouais. Alors, moins que Jean Baudrillard, en fait, mais il avait lu du Philippe Cadic, il avait lu du Ballard, sous l'influence d'ailleurs de Jean Baudrillard, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir sur la matrice de tous ces philosophes-là, ces philosophes qui pensaient la technique, en fait, avec plus ou moins d'exagération, c'est qu'il y avait une maison d'édition à l'époque qui s'appelait les éditions Galilée, en fait, qui était une maison d'édition indépendante, mais qui avait vraiment une très très belle image, une grande sobriété. Et Paul Virilio, Jean Baudrillard, comme Bernard Stiegler,
mais comme aussi d'autres, comme Jean-Luc Nancy par exemple, ont été édités par les éditions Galilée, qui a été une très très belle maison d'édition d'idées, de pensée et de pensée critique. En fait. Et l'un des points communs de beaucoup de ces auteurs, avec des variantes, c'était cette capacité d'exagération. C'est-à-dire de dire, au fond, l'exagération, la création de mots aussi parfois, permet de mieux comprendre en quelque sorte, en fait de faire saisir. C'est comme s'il y avait la logique de connaissance, de compréhension, et la logique de saisie, quelque part. C'est-à-dire que l'infoclown, on le saisit avant de le comprendre. Ça nous saisit, ça nous prend l'esprit, en quelque sorte. Bon. Et Paul Virilio, j'ai plus en tête ces néologismes les plus réputés, mais oui, il adorait faire ça.